Bonjour, ravie de vous accueillir pour ce café techno. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet assez riche et complexe, je dirais. Mais pour ça, on va avoir une lecture grâce à Laurence Lachan, donc directrice d'Alicena, et Karim Lalouche, coordinateur sciences, santé, technologie. Donc, ils vont essayer de nous clarifier un petit peu tout ce qui est réglementation et processus d'accès au marché de la santé. On terminera suite à cette présentation avec David Lalanne, ingénieur commercial chez Akira, et qui, lui, nous témoignera de son expérience d'entrée sur ce marché. Donc, je vous rappelle que pendant ce webinaire, vous avez la possibilité de poser quelques questions via le chat qui se trouve sur votre droite. Je n'hésiterai pas à faire remonter ces questions aux intervenants. Si toutefois on n'avait pas le temps de poser l'ensemble des questions, sachez qu'on leur transmettra. Si vous êtes d'accord avec vos coordonnées, ils pourront revenir vers vous pour vous répondre. Voilà. Donc Laurence, je vous propose de ne pas monopoliser plus longtemps la parole et puis de vous laisser vous présenter, ainsi que Alicena, tout nouveau, je dirais, sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Ok, merci Sandrine. Bonjour à tous. Donc je suis Laurence et avec Karim, on va vous présenter. On a bien mis dans le titre 1 de X parce que la santé est un domaine extrêmement compliqué. Vous l'avez vu par l'actualité, ou vous le savez. Et donc aujourd'hui, sur un petit déjeuner, c'était assez difficile d'évaluer l'ensemble des accès au marché. On va d'abord vous présenter Alice et Karim travaillera ou vous présentera un petit study case sur la partie DDM et je crois que David partira sur une partie beaucoup plus équipement. Donc Alice, c'est l'Alliance Innovation Santé Nouvelle-Aquitaine. C'est le nouveau pôle de compétences qui vient d'être créé au service de tous les acteurs de la filière santé en région au sens large. Acteurs de la filière santé, ça veut dire toutes les personnes qui ont un intérêt, une vocation à développer de l'innovation en santé. Et notre objectif, c'est vraiment d'apporter un soutien compétitif aux différents acteurs et essayer d'accélérer le développement économique. La région de Nouvelle-Aquitaine ayant été jusqu'à maintenant la seule où il n'y avait pas d'unique porte d'entrée cluster en santé. Donc ça résulte de la fusion de quelques-uns des acteurs qui étaient présents sur le territoire et la création de nouvelles lignes. Donc aujourd'hui, notre mission, basiquement, c'est d'être le facilitateur, la porte d'entrée pour la santé en Nouvelle-Aquitaine et d'essayer de travailler la mise en relation et accélérer tout cela. Donc, on a défini notre feuille de route en 1, 2, 3, 4, 5 avec ces missions opérationnelles. Cet enjeu, c'est aussi de se préparer à la santé du futur, être adapté nos outils, comme vous l'avez vu, nos outils, nos méthodes et notre innovation à ce qui sera nécessaire demain, essayer d'accélérer nos développements, même si c'est souvent assez compliqué. Les thématiques scientifiques et technologiques, c'est à la fois des thématiques basées sur le développement de produits, stratégiques, thérapeutiques et prophylactiques. Ces produits qui peuvent être des médicaments, des biotechnologies, des dispositifs médicaux, des outils médicaux, des outils de diagnostic ou des outils, des applications, des outils de santé numérique qui se développent de plus en plus. L'autre thématique sur laquelle on travaille beaucoup et qui est extrêmement bien représentée en région et où beaucoup des acteurs de l'aéro ou technologique travaillaient, et vous avez beaucoup de choses à faire, c'est toute la partie homme réparé. Homme réparé, c'est l'homme comme modèle d'expérimentation, à la fois sur de la reconstruction par des technologies, thérapie génique, thérapie cellulaire, mais aussi des prothèses. Et là, on est vraiment dans de la mécanique, de l'ingénierie ou du soutien externe par des exosquelettes. Parcours et suivi patient, c'est l'environnement dans la santé. Donc l'environnement, qu'est-ce qui est disponible? Le patient aujourd'hui est au cœur. Il décide, il est éduqué, il sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas, et essayer de voir comment on peut collaborer au niveau des établissements de santé, établissements de soins, au soutien de développement d'innovation qui est à la fois sur la prévention et sur le traitement. On a défini 4 focus stratégiques au sein d'Alice qui sont pour nous ce qui en fait intéresse la plupart des acteurs, c'est la mise en connexion, la mise en lumière,
l'impact que l'on peut avoir sur le développement d'innovation ou des marchés et surtout l'impact qu'on peut avoir sur la société aujourd'hui. Essayer de voir si en tant que pôle de compétences à une taille critique, on peut avoir des actions sociétales. Alice, aujourd'hui, on est implanté en Nouvelle-Aquitaine sur 5 villes, Bordeaux, Limoges, Poitiers, Bayonne et La Rochelle, parce qu'effectivement, la région Nouvelle-Aquitaine étant la plus grande de France, il était important de pouvoir avoir ce maillage territorial associé au maillage thématique. Pour faire bref, pour qui Alice? Pas pour tout le monde, que ce soit des acteurs du monde du médicament, biothérapie, biotechnologie, dispositif médical, diagnostic, santé numérique, du parcours de soins, de la médecine 6P. Et voilà. L'idée d'Alice, c'est de s'adapter aux besoins du secteur et de transférer et d'avancer. Ça, je l'ai déjà dit. Ce qui est important, c'est qu'on n'est pas nombreux et on travaille avec des collaborations. Donc aujourd'hui, si on est là aussi, c'est grâce au contact de Sandrine avec la Technopole Grand Poitiers, qui nous représente par exemple sur Poitiers. On a bien évidemment aussi le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine et ADI, puisque étant une nouvelle structure, on est en coordination. Donc ce qui est important aussi, c'est qu'on est on est sur une stratégie d'alliance la plus large possible. Donc ici, il y a seulement le pôle de compétitivité Alpha RLH qui est représenté parce que c'est les seuls avec qui on a eu le temps de finaliser une convention de partenariat. Mais l'idée, c'est de signer un maximum de conventions pour que tous les domaines connexes puisqu'on puisse travailler ensemble. Et on en a discuté avec Sandrine sur l'aéronautique, il y a beaucoup, aérospace et au sens général, il y a beaucoup de choses à faire. Ce qui est important par rapport à d'autres acteurs, c'est qu'effectivement, l'idée au sein d'Alice, c'est que la santé soit au cœur de toutes les stratégies, la science au cœur de toutes les stratégies de valorisation. Et ce qui est important aussi, c'est qu'essayer de comprendre, c'est que c'est extrêmement varié et je reviendrai dessus. Donc sur les activités, j'en ai déjà parlé. Je vais juste revenir sur 2 ou 3 petits points qui peuvent être intéressants pour vous de l'avoir à l'esprit pour suivre les activités, des choses qui peuvent vous intéresser. Donc Alice Warhol, c'est une boîte à outils où on organise beaucoup d'actions liées soit à la formation, à la consolidation des ressources humaines, à la levée de fonds ou à l'accélération de l'innovation. Et je vais revenir rapidement sur Connect, Impact, Life et Life. Sur la mise en connexion, je dirais que c'est notre métier de base. Ce qui est important, et je l'ai souligné en orange, c'est que vraiment dans la mise en connexion, dans notre plan stratégique, il y a la création de passerelles, de ponts avec les secteurs connexes. Vous avez un petit exemple ici. On va travailler à la fois avec tous les secteurs connexes qui sont la santé animale, la cosmétique, la photonique, mais bien évidemment l'aéronautique ou d'autres secteurs. Ça, c'est une de nos priorités, une des 5 dans la catégorie Connect. On est aussi impliqué, je l'ai mis ici, on est aussi impliqué sur l'usine du futur dans le cadre de la bioproduction. Donc le 9 mars, on est une des étapes organisées par les pôles de compétitivité santé sur vraiment comment la France va pouvoir relever le défi de la bioproduction et essayer de devenir un leader européen, notamment en intégrant les nouvelles technologies et en essayant d'être un petit peu visionnaire sur leur implémentation. Sur la partie impact, l'idée vraiment, c'est de soutenir l'émergence de projets collaboratifs. Et là aussi, on compte beaucoup sur votre écosystème pour essayer de contaminer positivement l'écosystème de la santé, qui est souvent assez, je dirais, frileux sur l'innovation parce que les normes, et je vais revenir dessus, sont extrêmement limitantes. Et même souvent, quand on a de bonnes idées, la montagne qui se dresse devant nous peut être compliquée. Et donc, c'est une des parties. Et la deuxième partie qui peut vous intéresser aussi, c'est on va essayer de créer des hubs de valorisation collective où on va essayer de mettre en contact les besoins, et mettre en contact les besoins avec les réponses possibles de façon large sur l'écosystème et essayer d'avancer ensemble. Donc, on a défini 3 hubs. Un hub qui est sur le développement et la fabrication des prototypes en suivant la réglementation. Et vous verrez aussi bien dans la suite de mon intervention que dans celle de Karim que la réglementation aujourd'hui, comme dans votre domaine, est extrêmement dense et c'est pas évident de trouver son chemin. La deuxième partie, c'est justement avec l'idée d'avancer sur l'accès au marché
Aujourd'hui, il est impératif dans le développement d'innovation en santé d'intégrer dès le départ le patient et les key opinion leaders, médecins, hôpitaux pour la construction et le développement clinique des innovations. Et c'est aussi une de nos missions. La troisième partie, c'est l'accès au marché. L'accès au marché qui est divers et varié parce que en général, quand on développe par exemple de la biotechnologie, on ne va pas aller jusqu'au marché tout seul. On va chercher des partenaires qui vont industrialiser et qui vont être capables, eux, de pouvoir aller sur le marché. Par contre, quand on parle d'autres domaines, en général, on essaye d'aller tout seul jusqu'au marché. Et ce marché, par exemple, ça peut être ouvrir les portes de l'hôpital pour accès à cette distribution. Sur la partie mise en lumière, juste aussi, on est vraiment impliqué sur l'usine 4.0, usine du futur. On est impliqué au niveau régional et national sur toutes les stratégies et orientations des stratégies de relocalisation, bioproduction, transition écologique, amélioration continue. Il y a énormément d'appels à projets, d'appels à manifestation d'intérêt en ce moment. Et donc, on essaye d'être aussi le guide pour notre écosystème, de voir quels sont les éléments les plus intéressants. La dernière partie, et pas la moindre, c'est vraiment l'ambition de pouvoir impacter positivement sur la vie à la ville et donc essayer d'avoir des actions à la fois d'éducation et pour générer des envies, des vocations, vulgariser la santé. On a eu le premier épisode, l'épisode Covid, qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde utilise dans son vocabulaire courant PCR ou d'autres mots sans même connaître les technologies. Donc, on va essayer de continuer à expliquer à tout l'écosystème comment on développe un médicament, pourquoi ça prend si longtemps en temps général. Et l'autre partie, c'est toute la partie à la fois notre mission de coopération internationale, notre mission de solidarité par rapport pour les collectifs fragiles ou fragilisés, ou notre mission vraiment importante d'impact durable sur la société. Pourquoi juste cette petite introduction aujourd'hui? Ici, vous avez quelque chose qui est comme un petit pêle-mêle. Quand on a défini les axes stratégiques, thématiques, on a essayé de mettre l'ensemble des activités pouvant entrer dans la santé. Et l'objectif de cette slide, c'est juste que vous voyez que c'est un domaine extrêmement dense. Que en général, on va prendre deux opposés, que quelqu'un qui fait de la thérapie génique et cellulaire, il connaît pas obligatoirement très bien la santé numérique et du coup c'est ce qui fait que chaque petite ligne ici c'est un monde à part et c'était difficile sur un petit déjeuner de vous expliquer comment ça se passe, où ça va, quels sont les accès au marché. C'est tellement dépendant du type de produit, de l'ère thérapeutique, des ambitions territoriales aussi, parce que les règles ne sont pas les mêmes partout dans le monde. Et donc, ce que je vous propose, c'est juste, en ce qui concerne ma présentation, de vous donner, comme on dit, quelques flavors, un petit peu de choses sur la partie médicaments et Karine continuera sur la partie beaucoup plus en détail sur la partie dispositif médical. Ce qui est important, c'est que pour votre information, on le lancera dans les prochains jours. Aujourd'hui, on travaille sur vraiment dans le cadre du Hub 1, sur un groupe de travail technique qui est lié et qui est basé sur les spécificités et limitations des domaines de la santé. Travailler sur les excellences qu'on pourrait identifier qui sont transférables des autres secteurs et identifier les besoins non remplis de l'industrie de santé. Donc c'est vraiment au cœur, je pense, des actions qui pourraient vous intéresser sur vos actions de diversification. L'objectif de ce premier groupe de travail, c'est se connaître, échanger, essayer de créer des synergies. Et ici, un exemple des domaines qui semblaient évidents sur la construction de ce groupe de travail, c'est toutes les opérations de fabrication et contrôle qui sont extrêmement similaires sur l'industrialisation, le transfert d'échelle, les nécessités d'amélioration continue. La deuxième partie sur le numérique, IoT, IA, etc., sur comment on gère et comment on est capable de générer de l'information de qualité. Et un exemple que Karim va développer sur les dispositifs médicaux. La seule alarme ou la seule chose importante, c'est qu'il y a trois parties qui sont la réglementation,
le développement clinique et le langage. Et c'est très important parce que même dans la santé, on ne parle pas du tout le même langage en fonction du type d'innovation et qui fait que parfois ça peut sembler impossible. J'ai pris quelques exemples et très, très succincts. Vous avez tous, je pense, aujourd'hui, vu eu l'information vous savez ce que sont les essais cliniques. Vous connaissez tous, je pense, que le fait qu'il y a des phases 1, 2, 3 et 4 en post-market dans le développement d'un médicament. Ça, je dirais, c'est ce qu'on sait sur l'évaluation clinique pour amener un médicament sur le marché. Par contre, ce qu'on dit souvent et qui est important d'avoir en mémoire, et c'est une réalité, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à 10 000 produits qui vont rentrer en début de développement ou d'innovation, avec un potentiel application comme nouveaux médicaments au sens très large, il y en a 1 sur 10 000 qui finira au bout de 10 ans sur le marché, et ça pour plein de raisons. Donc, au bout de 10 ans, et ce qui est important aussi sur l'exploit qui vient d'être réalisé dans le monde des vaccins, c'est être capable de développer en 1 an des solutions qui sont pas définitives. Donc pour ça, quand on est dans le domaine de la santé et qu'on entend les critiques publiques sur pourquoi le vaccin est pas stable, parce que normalement on prend 3-4 ans pour adapter la composition, la formulation pour que le produit soit plus stable. Et ça ne veut pas dire qu'il sera moins efficace, c'est juste qu'on travaille sur la physico-chimie des produits et des compositions pour que ça soit plus facile et adapté. Juste sur les slides qui suivent, c'est juste des petits liens qui peuvent être utiles pour vous vous familiariser avec le monde du médicament. Cette page, c'est l'ICH, c'est des travaux qui ont été commencés dans les années 90 par à la fois le Japon, les États-Unis et l'Europe au sens large sur le fait qu'il n'y avait pas du tout d'harmonisation en ce qu'on demandait, ou très peu, en ce qu'on demandait sur un territoire et sur l'autre. Et ce qui est intéressant sur cette page web pour les nouveaux venus, c'est qu'en fait, ils ont travaillé et ils travaillent toujours à harmoniser, mais surtout à définir des guidelines sur qu'est-ce qu'il faut avoir, qu'est-ce qu'il faut faire pour développer de l'innovation en santé. Et ce qui est intéressant sur cette slide, c'est plutôt pour vous rassurer, c'est pas pour vous faire peur, mais sur le fait que c'est partagé en 4 parties, et 4 parties qui, même si elles s'appellent différemment dans votre secteur, sont logiques sur le développement de l'innovation. Il y a toute une partie avec des guidelines de qualité à la fois sur le type de produit, comment ils sont contrôlés, comment ils sont analysés, comment ils sont fabriqués, comment la stratégie de risque est mise en place pour identifier les possibles déviations. Ça, c'est la partie, je dirais, qui est la plus similaire à votre domaine d'activité. La partie safety, qui est vraiment spécifique, mais qui est liée avec la notion de sécurité. Il faut vraiment vérifier qu'il n'y a pas du tout de risque pour les utilisateurs des produits. Et donc, on est aussi sur cette partie extrêmement normée. La partie efficacité, où là, vraiment, on rentre avec à la fois la partie in vitro et in vivo sur l'homme, de définir comment le produit va être évalué. Donc, il y a une nomenclature. Tous ces guidelines sont disponibles. Il y en a certains qui sont extrêmement chargés, mais pour pas vous faire peur, je vous montre un exemple, par exemple. Celui-ci qui est sur le risk management, il va rien vous apprendre, en fait. C'est vraiment des petites bases, comment on peut à la fois faire faire du design of experiment, du quality by design, comment on peut essayer de définir qu'est-ce qu'il faut faire quand on fait de l'analyse de risque. Donc, identifier les risques, les analyser, les évaluer. C'est vraiment, vraiment très, très simple et basique pour des acteurs qui viennent du monde de l'aéro. Dans les informations, par exemple, ces guidelines évoluent. Aujourd'hui, par exemple, il y a un guideline qui est en consultation, qui est sur, et j'ai pensé qu'il était intéressant que vous le voyez, qui est sur la fabrication en continu. Donc, effectivement, aujourd'hui, l'industrie du médicament se dit qu'il serait très intéressant de pouvoir de faire de la fabrication en ligne, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui, ou très peu, et de voir comment on peut implémenter de nouvelles technologies. Donc ça, c'est les ICH, c'est ces guidelines qui expliquent si vous voulez faire ci, il faut faire ça. Mais ce qui est important aussi en santé, c'est qu'il y a cette notion de compliance. Vous avez la même.
La seule chose, c'est que ici, dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle les GXP. J'ai pris et je vous ai mis le lien avec les GXP, avec le lien au niveau de l'Europe. On a à la fois les Good Laboratory Practice qui correspondent aux expérimentations qu'on fait soit sur les premières phases de développement préclinique, soit dans les laboratoires d'analyse. Donc aujourd'hui, les laboratoires d'analyse qui font vos analyses médicales sont pour la plupart à la fois accrédités et certifiés suivant les normes, différentes normes AFNOR, mais aussi on applique en général les Good Laboratory Practice. Les Good Manufacturing Practice, c'est le lien que je vous ai mis parce que c'est le plus évident, qui explique extrêmement bien comment on doit contrôler les différentes étapes dans la fabrication des médicaments et de l'innovation. Et les Good Clinical Practice, ça parle d'elle-même, c'est quelles doivent être les règles et les normes à suivre quand on développe des essais cliniques. Juste aussi, pour vous rassurer, l'idée, c'est pas de vous bombarder de normes. Pour vous rassurer, c'est ici, vous avez les différents chapitres, par exemple, des Good Manufacturing Practice, et vous verrez que en fait, c'est lié à contrôler à la fois le personnel, les locaux, avoir toutes les normes nécessaires pour avoir contrôlé l'espace, mettre en place comment on met en place, et je pense que David vous commentera quelques exemples, quelles sont les choses à faire sur la mise en place de nouveaux équipements, la documentation, la production et le quality control. Donc vraiment, disons que ça ne doit pas faire peur, c'est juste des documents qu'il faut connaître. Et pour être capable, par exemple, si vous développez une nouvelle machine, c'est important d'avoir regardé quelles étaient les normes ensuite à suivre au niveau de son intégration dans l'industrie de la santé. Et comme on continue avec les normes, alors là, je vous ai mis un lien. En général, ces liens sont pas publics, mais dans le cadre du Covid, ils ont été ouverts. Et vous avez ensuite pas des normes, mais des méthodologies à appliquer. C'est-à-dire que la pharmacopée a essayé de standardiser les méthodes, les définitions de comment on doit faire tel ou tel type d'analyse, et on est obligé de les suivre. Donc, c'est parfois déroutant, parce que souvent on se dit mais ça j'aimerais bien le faire différemment, mais il n'y a pas le choix. Donc ici je vous ai mis un petit lien qui est utile sur un petit package qui a été rendu disponible par la pharmacopée européenne sur l'ensemble des monographies de la pharmacopée qui s'appliquent dans le cadre des vaccins. Donc voilà, c'est beaucoup de lecture. Le monde du médicament, de la pharmacie et de la santé est un domaine où il y a beaucoup, beaucoup de choses à lire, hein, je dirais un peu comme tous les domaines, mais c'est important. Donc aujourd'hui, juste pour faire le lien et pour dire que on va essayer de travailler avec vous, répondre à vos questions. Aujourd'hui, la santé est au cœur du dernier PIA, du 4e, avec notamment la notion dans les thématiques, la santé digitale et les biothérapies, la production de thérapies innovantes, où effectivement, en étant acteur de l'aéro, vous avez aussi, je pense, une part des réponses qui pourraient être apportées. Par contre, c'est effectivement, il faut arriver à se débrouiller au milieu de tout ça. Juste avant de passer la main à Karim, ravi d'avoir fait cette petite intro pour vous. Nous, on a vraiment envie que vous nous aidiez à faire voler ces masques et de pouvoir. On avait prévu de venir à Rochefort en présentiel, ce sera pour une autre fois, mais vraiment de collaborer de façon interactive avec vous pour qu'on apprenne tous ensemble et qu'on évolue. Voilà, merci. Je passe le lead à Karim. Merci Laurence pour cette présentation, j'imagine pour vous synthétique, et on voit la densité du sujet. Donc, comme vous l'avez signalé, on reviendra régulièrement dans cette coopération pour donner le plus de liens possible à nos deux secteurs. Karim, je vous prie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, dans la continuité de ce que vient de dire Laurence, alors moi, au sein d'Alicena, je suis coordinateur sciences, santé et technologie, et avec une spécialité en ce qui concerne le dispositif médical
Et puis par le biais de mon expérience antécédente en recherche clinique, je suis aussi référent pharma et clinique. Je vais vous faire un bref aperçu du monde du DM et je vais commencer par quelques chiffres qui sont issus du SNITEM. Et comme vous pouvez le voir, le tissu industriel, il est assez diversifié et composé essentiellement de PME. On est quasiment à 93% de PME avec un chiffre d'affaires de presque 30 milliards d'euros, avec 9 milliards qui sont à l'export, 900 000 emplois directs. Donc c'est un secteur qui est assez dynamique. La représentativité au niveau français, les entreprises sont implantées un peu partout sur le territoire avec un regroupement un peu plus nombreux au niveau de l'Île-de-France et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors en termes de définition de ce que c'est qu'un dispositif médical, la réglementation européenne elle est très claire, elle le définit comme étant ça peut être un instrument, un appareil, un équipement, un logiciel, un implant, un réactif ou de la matière qui est destiné par le fabricant, et je pense que c'est important de le souligner que c'est le fabricant qui désigne, donc qui est destiné par le fabricant, seul ou en association, donc ça peut être associé à un médicament chez l'homme pour l'une ou plusieurs des fins médicales suivantes. Donc ça peut être du diagnostic, de la prévention, du contrôle, de la prédiction, du pronostic, du traitement ou l'atténuation d'une maladie, de la même chose, l'atténuation d'une blessure ou d'un handicap. Ça peut être un matériel qui est destiné à l'investigation ou au remplacement ou modification d'une structure ou d'une fonction anatomique ou d'un processus ou un état physiologique ou pathologique. Et ça peut être aussi utilisé comme un outil de communication d'information au moyen d'un examen in vitro d'échantillons qui proviennent du corps humain, y compris des dons d'organes, de sang ou de tissus. Donc ça, c'est la définition réglementaire. Alors, ce qui est important de souligner, c'est que l'action principale voulue dans ou sur le corps humain n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques, ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens. Donc là, on fait bien le distinguo entre ce qui est du ressort du médical. On va parler d'action pharmacologique et immunologique, et dès lors qu'il y a une action pharmacologique ou immunologique et qu'on peut obtenir ces résultats par ces moyens-là, on est dans le cadre du médicament. Voilà, ça c'est la définition, on va dire, réglementaire. Et donc, si on veut résumer, en fait, il s'agit de produits de santé qui vont être utilisés pour une finalité diagnostique ou thérapeutique, pour compenser un handicap ou comme un moyen de maîtrise de la conception. Donc, ces actions sont dites mécaniques, c'est-à-dire qu'elles ne sont ni pharmacologiques, ni immunologiques, ni métaboliques, pour faire un petit peu un résumé de la définition de ce que c'est qu'un dispositif médical. Alors, les DM peuvent se présenter sous plusieurs formes. Donc, ça peut être des implants, ça peut être des équipements, un fauteuil roulant, et comme ça peut être aussi des applications mobiles. Et je vais prendre l'exemple qui est assez récent de l'Apple Watch ou autre. Une montre connectée qui mesure l'activité, peut mesurer l'activité électrique cardiaque, mais peut aussi réaliser une classification du rythme cardiaque une fois qu'elle l'a mesuré. Si cette montre, par exemple, quand elle mesure l'activité du rythme cardiaque, donne un résultat en disant qu'il est normal ou bien qu'il est pathologique, et donc qui dit pathologique, ça veut dire qu'il y a moyen de détecter une fibrillation auriculaire et donc par la suite dépister des arythmies qui peuvent potentiellement sauver des vies. Et donc selon la destination qui va être celle de ce produit-là, dans le cadre d'une mesure simple de l'activité électrique, ce n'est pas un DM, mais dès lors qu'on donne un diagnostic, on devient un dispositif médical. Alors, il existe plusieurs classes de dispositifs médicaux.
Et le classement va correspondre tout simplement à un niveau de risque qui est différent. Et donc, les exigences de sécurité et de performance clinique, par contre, sont les mêmes quel que soit le niveau du risque du dispositif médical. Donc, il y a plusieurs modes d'évaluation en fonction de la classe du dispositif et donc qui sont répartis en 4 classes en fonction des risques qui leur sont propres. Donc, vous avez la classe 1, ça peut être voilà, des fauteuils roulants, des colliers, des bas de contention, des lunettes de vue. Pour la classe 2A, donc des lentilles de contact, des seringues, un tensiomètre. La classe 2B, on y retrouve des préservatifs, l'IRM, des pompes à insuline. Et les classes 3, qui sont les classes de plus haut niveau risque et les plus invasifs, on va trouver des stimulateurs cardiaques, des prothèses de hanche, des implants mammaires. Donc, comme vous pouvez le voir, plus le niveau de risque est élevé, plus la classe de risque elle est élevée aussi. Donc, l'objectif, bien entendu, c'est d'assigner un niveau de risque à chaque dispositif médical. Alors, on a dit qu'il y avait 4 classes de risque. Quel est le point commun de l'ensemble de ces classes? C'est qu'ils sont tous certifiés selon une réglementation qui est stricte et qui est spécifique. Au niveau européen, la conformité à cette réglementation, elle est matérialisée par le fameux marquage CE médical, qui est le sésame pour pouvoir accéder au marché. Alors, le marquage CE, il est basé sur une certification qui va garantir que le DM qui est en développement, il répond à des exigences spécifiques de sécurité et de bénéfices cliniques qui sont fixés dans la réglementation européenne. En termes de sécurité et de performance, quelle que soit la classe de risque, on a dit les exigences sont exactement les mêmes. Donc, c'est une procédure d'évaluation qui va être adaptée en fonction de la classe de risque. Donc, pour les dispositifs médicaux qui sont de faible classe, donc les classes 1 en l'occurrence, le fabricant il va se auto-certifier. Plus on augmente dans le niveau de risque, donc les classes 2A, 2B et les classes 3 nécessitent une évaluation de la conformité qui, elle, est réalisée par un organisme tiers qu'on appelle les fameux organismes notifiés, les ON, et qui sont, eux, placés sous l'autorité de l'autorité compétente. Alors en France, c'est l'ANSM, et qui est strictement indépendant, bien entendu, du fabricant. Alors dans tous les cas, que ce soit une autocertification ou le passage par l'organisme notifié, l'ANSM, comme pour le médicament, elle a ce pouvoir de police sanitaire et donc elle peut contrôler aussi bien les dispositifs que les fabricants, que les organismes notifiés. Donc, de manière un peu pyramidale. Donc, vous voyez ici, on a le fabricant de dispositifs médicaux qui va, lui, mettre le DM sur le marché. Et pour cela, il va peut-être faire appel à des sous-traitants. Et pour pouvoir être certifié par l'organisme notifié, il va devoir se conformer à une certification ISO 13485. Donc, qui lui est attribué par des organismes certificateurs. L'organisme notifié lui délivre le marquage CE et l'autorité compétente, en l'occurrence en France, l'ANSM, va enregistrer le produit et veiller à la surveillance du marché. Alors, ce fameux marquage CE, pour pouvoir l'obtenir, le fabricant va s'appuyer sur 2 types d'évaluation. Et donc, c'est quelque chose qui est assez logique et assez standard. Et plus le risque, la classe de risque du DM est importante, plus les audits sont approfondis. Donc, il y a une première étape ou bien un premier type d'évaluation, c'est l'évaluation du type. Ça signifie quoi? C'est-à-dire l'évaluation du produit en lui-même, donc sa conception, sa conformité aux normes et aux référentiels qui sont applicables au regard de ce qu'on appelle l'état de l'art, l'évaluation préclinique, l'évaluation clinique, quand le dispositif nécessite d'être utilisé par des patients et testé chez des patients, le processus de production et bien entendu l'objectif, c'est de vérifier que le DM répond bien à toutes les exigences de sécurité et de performance.
Et donc, l'organisme notifié, quand il va procéder à l'audit avant d'attribuer le marquage CE, va évaluer ce qu'on appelle la documentation technique du produit considéré. La deuxième type d'évaluation, c'est l'évaluation du système de management de la qualité, c'est-à-dire, et ça je pense que vous le savez, c'est la capacité de l'entreprise à reproduire ce fameux type pour qu'on reste conforme aux exigences essentielles et que cette conformité soit assurée aussi bien dans le temps et pour l'ensemble des lots du produit. Donc, l'organisme notifié va évaluer le système de management de la qualité et tous les processus qui sont associés, donc la gestion des modifications, la gestion des risques, les procédés de fabrication à travers des audits. Alors, ces audits peuvent concerner éventuellement les sous-traitants critiques. Dans le cadre du DM, c'est bien la norme harmonisée ISO 13485 qui est la base de ce SMQ, de ce système de management de la qualité. Donc, on vient de voir que plus la classe de risque du dispositif augmente, plus les vérifications sont poussées, que le fabricant doit disposer d'un système documentaire, d'une documentation technique et d'un système de management de la qualité ISO 13485. Et une fois que le dispositif médical satisfait à ces exigences, l'organisme notifié va pouvoir délivrer ce fameux marquage CE. Alors, pour ce qui est du market, du market access, l'accès au marché, donc là vous avez ce qui est publié sur le site de la HAS comme étant une étape simplifiée de l'accès au marché. Donc, une fois qu'on a défini la classe de risque, qu'on a enregistré le DM dans la base IUD, qu'on a renseigné toutes les informations sur la base EDAMED qui n'est pas encore ouverte, mais qui devrait incessamment sous peu l'être. Si on a fait des évaluations et de l'investigation clinique, on va avoir à en informer l'ANSM, obtenir des autorisations pour mener ces investigations, jusqu'à l'obtention du marquage CE. Donc après cela, on a accès au marché et on transmet les documents à l'ANSM et après on commence une démarche auprès de la HAS en vue d'obtenir une prise en charge et la mise en place d'une tarification en France. Donc ça, c'est un petit peu l'étape simplifiée. Sur le site du SNITEM, vous avez un très joli document qui s'appelle le remboursement des dispositifs médicaux, une brochure qui s'intitule l'accès au marché. Et là, comme vous pouvez le voir, les choses ne sont pas aussi simples puisque le remboursement des dispositifs médicaux, aussi bien à l'hôpital qu'en médecine de ville, est un véritable parcours du combattant. Donc, c'est des choses qui sont assez normées, pas mal de documentation, mais voilà, c'est une étape par laquelle il faut passer pour pouvoir obtenir le remboursement. Puis en post-market, une fois qu'on a obtenu, qu'on a fait le parcours depuis l'idée, la mise en place d'une R&D, éventuellement de la préclinique et de la clinique, on a construit la documentation technique, le système de management de la qualité, on a obtenu le marquage CE. Il y a une étape primordiale et importante et dont la nouvelle réglementation appuie énormément, c'est la surveillance du produit une fois qu'il est sur le marché. Donc cette surveillance va se faire soit par les organismes notifiés avec des audits qui sont programmés. La nouvelle réglementation introduit la notion d'audit inopiné, c'est-à-dire que les organismes notifiés débarquent chez le fabricant sans le prévenir pour faire des audits. Ça génère aussi des coûts, hein. Tout ça, ça génère pas mal, énormément de coûts. Et puis après, ce qui est pour la sécurité du patient, il y a ce qu'on appelle le suivi clinique après commercialisation, c'est-à-dire qu'il faut collecter des données en vie réelle du produit, maintenir une certaine vigilance, gérer les réclamations, communiquer sur les résultats. Une fois qu'on a fait ces collectes de données, s'il y a des résultats, il faut les communiquer, analyser ces données de surveillance. Il y a un compte rendu, un rapport annuel qui doit être transmis sur
sur l'analyse de ces données et bien entendu tout cela pour pouvoir à chaque moment maintenir cette balance d'évaluation du rapport bénéfice-risque avec bien entendu la possibilité de retirer le produit du marché si jamais cette fameuse balance bénéfice-risque n'est pas favorable pour le patient. Alors, on a beaucoup entendu parler de la nouvelle réglementation, la MDR 2017-745, qui devait entrer en vigueur déjà là en mai de l'année dernière, qui a été reportée et qui manifestement donne un vrai tour de vis à la réglementation. L'objectif, bien entendu, c'est de protéger le patient, de garantir une satisfaction du client. Et juste à titre d'exemple, entre la MDD qui est la directive et le MDR qui est le règlement, vous voyez les notions de safety et de risque, combien de fois elles figurent dans la directive et dans la régulation, dans le règlement. Donc on voit bien que le règlement apporte une notion très importante. Laurence en a parlé, cette notion de safety et de risque devient quelque chose qui est très très important et sur lequel, qui nécessite de mettre en place des moyens très importants. Donc toujours maintenir le niveau de sécurité, le rapport bénéfice-risque en faveur du patient et l'idée de ce MDR, c'est que tout doit être sous contrôle. En tout cas, il ne faut pas de surprise, pas de mauvaises surprises, des bonnes surprises pourquoi pas, mais on va essayer de ne pas avoir de mauvaises surprises. Donc ça, c'est une petite slide pour vous rappeler un petit peu quelles sont les obligations des terminologies qu'on a utilisées. Donc, on a parlé des organismes notifiés, ce qu'ils doivent faire. La réglementation a introduit cette notion de suivi après la mise sur le marché, avec à l'image de ce qu'on a pour les médicaments. On va créer ce qu'on va appeler le résumé périodique de sécurité, les fameux PSUR qu'il faut envoyer régulièrement. L'évaluation avant la mise sur le marché avec des notions de cybersécurité qui sont introduites. Les conseils scientifiques avec des experts qui doivent aussi se pencher sur l'évaluation clinique des DM, qui devient aussi une exigence très très forte et qui coûte relativement cher, faire une étude clinique sur des patients. Alors heureusement, c'est des exigences qui vont être contraignantes pour des DM qui sont de classes de risque très très élevées, hein, notamment les classes de risque 3 implantables. En termes de traçabilité et de transparence, il y a une base de données, le fameux EDAMED, qui va être accessible au grand public et sur laquelle les fabricants d'EDM vont avoir une obligation de publier un certain nombre d'informations, donc qui garantiront une transparence, une accessibilité du grand public à toute l'innovation sur ce marché-là. Voici ce qu'on pensent les entreprises de cette fameuse réglementation MDR. Aujourd'hui, on a 44% des entreprises interrogées constatent que ils sont dans un non-respect des délais de certification annoncés par les organismes notifiés. Donc là, il y a une véritable problématique, c'est que tous les organismes notifiés ne sont pas MDR compliant, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas obtenu la certification MDR. Certains le sont. En France, nous n'en avons qu'un seul. Et donc, forcément, il y a un effet goulot qui est en train de se produire. 77% estiment que ce phénomène de retard va avoir un impact sur le marché de leurs produits. Donc certains fabricants tout simplement retirent de leur catalogue certains dispositifs médicaux parce qu'ils ne pourront pas les faire passer sous cette nouvelle réglementation. 90% des entreprises constatent que le niveau d'exigence des organismes notifiés il est devenu très élevé puisque la réglementation leur impose un certain nombre de contrôles, donc eux-mêmes imposent ces contrôles aux fabricants.
et à peine la moitié des entreprises ont pu mettre en place un plan stratégique qui vont leur permettre de faire transiter tout leur portefeuille produit vers ce MDR. Alors, aujourd'hui, ceux qui sont déjà sous certificat pourront encore pendant 3 ans continuer à exister sur le marché. Donc, ça leur donnera une bouffée d'oxygène pour pouvoir continuer à être sur le marché en attendant de passer sous la réglementation. Mais c'est un processus qui devra par lequel de toutes les façons ils devront passer. Alors, la question qui se pose, c'est de dire est-ce que l'EDM est une réelle opportunité de diversification? Donc moi, je dirais oui, mais à condition d'avoir un investissement sur des ressources humaines qualifiées, donc s'entourer de banques qui opinion leader, des personnes qui sont très calées en affaires réglementaires, en assurance qualité, en évaluation clinique, puisque c'est une donnée qui devient importante dans cet univers du dispositif médical. Avoir une bonne compréhension du marché, maîtriser surtout les exigences réglementaires. Cette fameuse roadmap réglementaire, elle est très importante quand on veut rentrer sur le marché du dispositif médical. Et puis surtout aussi avoir un bon investissement financier, puisque les coûts deviennent de plus en plus élevés avec l'arrivée de cette nouvelle réglementation et ces nouveaux parcours, notamment le parcours d'évaluation clinique. Les organismes notifiés ont de nouvelles exigences et ces nouvelles exigences sont fatalement facturées et impactées sur le fabricant et bien entendu ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le suivi post-market qui nécessite lui aussi aujourd'hui d'être très très vigilant. Une information importante aussi, c'est de dire que les développements de DM qu'on a vus en cette période de Covid, oui. Karim, je vous coupe juste 1 minute, excusez-moi, il nous reste très très peu de temps pour pouvoir laisser la place à l'intervenant suivant. Je suis désolée, mais moi je finis, en fait mais je finis sur cette slide-là. C'est de dire que ce qui s'est passé aujourd'hui en développement DM dans le cadre du Covid n'est pas du tout représentatif de la réalité du parcours du DM en temps normal et que cette diversification doit être fondée sur une réelle stratégie d'entreprise. Voilà, donc je vais m'arrêter là et puis voilà, je crois que Laurence a bien parlé de nos hubs et des opportunités qui pourront aussi s'offrir à des entreprises du monde de l'aérospace en apportant des briques technologiques. On n'est pas obligé de devenir soi-même fabricant de DM, mais on peut apporter des briques à des personnes qui, eux, ont des besoins, soit en tant que médecins, mais aussi en tant que fabricants de dispositifs médicaux, auraient besoin de ce transfert de technologie. Et voilà, je m'arrêterai là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Karim. Désolé qu'on soit pris par le temps. Comme je le disais en introduction, je comprends. La richesse et la complexité du secteur de la santé méritent de consacrer un certain nombre d'heures. C'est pour ça qu'on reviendra sur des interventions plus régulières. Là, on a fait une présentation générale et je pense qu'on reviendra sur des sujets plus précis comme on a pu le constater, il y a quand même des passerelles à faire qui seront enrichissantes pour les deux secteurs. Je vais laisser la place à David pour sa présentation. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler d'Akira et donc de notre expérience dans le secteur médical. Donc, tout d'abord, avant de parler du médical, je veux juste vous faire une présentation de nos domaines d'activité. Donc, Akira, donc nous, on est une PME de 50 personnes. On est présent sur 2 secteurs d'activité. Donc, d'une part, on développe des machines de conversion d'énergie. Donc, dedans, on est des moteurs à piston, principalement pour la compétition moto, des machines électriques, des turbomachines ou des sous-systèmes. Donc, sous-systèmes, ça peut être des pompes, des actionneurs, voilà. Et puis, on a une autre activité qui est le développement de bandes d'essai et de machines spéciales spécifiques sur un cahier des charges donné. Donc, pour développer tout cela, on a un bureau d'études, un atelier, et puis on a aussi nos propres moyens de test. Voilà.
Donc, c'était pour une présentation de nos domaines. Nous, aujourd'hui, on est présent déjà sur 2 secteurs historiques depuis le début de Akira en 2003. Donc, c'est l'aéronautique et la compétition moto. Depuis, on s'est diversifié à travers la défense et le médical. Et puis aujourd'hui, on a d'autres secteurs en approche, comme par exemple l'agriculture et l'énergie. Donc, quelle a été notre approche sur le secteur de la santé? Donc, ça a été plutôt de mettre en avant notre expérience sur les moyens d'essai et les moyens spéciaux pour mettre à profit les références que nous avions dans le domaine aéronautique, parce qu'au final, sur les machines, il y a quand même quelques similitudes au niveau des exigences techniques et des exigences qualité sur les 2 secteurs. Et ça nous paraissait un petit peu plus rapide et moins risqué que d'attaquer le secteur de la santé sur le développement de nouveaux produits type DM, que ce soit en termes de qualification ou de mise sur le marché. Donc voilà quelle a été notre stratégie pour approcher le secteur de la santé. Donc quelques exemples, une réalisation que nous avons fait. Donc là, c'est dans le cadre d'un projet collaboratif européen qui était destiné aux patients souffrant de diabète. Donc, l'objectif, c'était qu'avec une même piqûre, on arrive à la fois à mesurer le taux de sucre dans le sang et d'injecter la bonne quantité d'insuline. Donc, il y avait plusieurs partenaires. Et donc, nous, notre brique, c'était de développer la machine qui permettait de déposer le primaire, donc le composant qui allait mesurer le taux de sucre dans le sang, sur le cathéter, c'est-à-dire sur l'aiguille. Donc, vous voyez à l'écran des photos de la machine que nous avons développée avec des systèmes de caméras pour mesurer la trajectoire réelle de l'aiguille avant de pouvoir déposer dans des quantités très précises et à des positions très précises le primaire. Donc, tout cela a été conçu, mis au point et utilisé en salle blanche. Voilà. Donc, ça, c'est un premier exemple, une machine que nous avons développée pour le médical. Aujourd'hui, on a d'autres approches, alors sur différentes thématiques. Donc, la thématique des tests de dispositifs médicaux. Alors, ça peut être des tests mécaniques sur, par exemple, des prothèses. Ça peut être des tests de dispositifs électriques implantables comme des capteurs ou des choses comme ça. Donc, on envoie un signal, on vérifie les réponses ou on envoie une sollicitation en pression ou en température et on regarde la réponse du dispositif. Ou sur des dispositifs électromécaniques implantables comme des pompes. Voilà. Mais on a aussi été approché sur l'amélioration de process ou l'automatisation de process de lignes de production, par exemple de matières adhésives, de choses comme ça. Donc, en automatisant ou en instrumentant le process, ça permettait d'améliorer la qualité des produits. Voilà d'autres approches. Et puis récemment, donc dans le contexte Covid, on a eu une autre approche, puisque je vous ai dit en introduction qu'on avait aussi des moyens d'essai. Mais on a été amené à faire des contrôles d'étanchéité sur des valves trachéales. Voilà, donc là, c'était contexte particulier par des contacts qu'on a en local, et puis il fallait réagir vite, puisqu'on était en contexte Covid, et vu que nous, on avait le moyen de test qui permettait de faire les essais de caractérisation souhaités, ça a permis d'être réactif. Voilà une autre approche. Donc, je suis allé assez vite par rapport au temps qui nous restait. Donc, nous, qu'est-ce qu'on en tire de cette expérience sur le médical? C'est d'abord beaucoup de patience, parce que c'est un secteur qui est assez complexe à démarcher. Et donc, c'est important de s'appuyer sur des gens comme Aerospace Valley, ADI, Alesina, ou en local avec les agglomérations ou les organismes qui nous accompagnent au quotidien. Le marché est assez différent du secteur aéronautique. Le timing de l'industrialisation n'est pas du tout le même, comme l'ont expliqué les autres intervenants. Hein. Il y a beaucoup de temps entre la R&D et puis la mise sur le marché. Les cadences ne sont pas les mêmes, donc ça a un impact sur le besoin en termes d'automatisation de machines. La collaboration, pour nous, c'est une bonne voie pour faire ses premiers pas dans le domaine du médical. Ça a été le cas pour nous, et je pense que pour ceux qui veulent s'y lancer, ça peut être une bonne piste.
Et puis une ouverture, c'est-à-dire que on pense souvent, quand on pense à la santé, aux dispositifs médicaux, mais c'est peut-être une approche risquée, compliquée. Et pour nous, le secteur aéronautique, il y a d'autres transferts de technologies qui peuvent s'appliquer au médical et qui sont plus accessibles, comme ce que je présentais, c'est-à-dire les moyens de production, les bandes de test ou des essais de développement. C'est-à-dire, voilà, assez en amont sur la R&D, sur les produits, sur les moyens plutôt que sur les produits. Voilà un petit peu ce qu'on voulait faire partager comme approche de la santé. Donc maintenant, je laisse la place aux questions, si vous en avez. Merci beaucoup, David. Alors, on va pas avoir beaucoup de temps pour les questions, mais on peut déjà en poser quelques-unes. Il y en a une qui est de quelle a été votre difficulté principale pour intégrer le secteur de la santé? Ben, ça a été d'avoir les contacts au final, parce qu'on a déjà présenté un petit peu comme là nos expériences, mais à chaque présentation, il y avait au final peu d'intervenants des industries du médical, quoi. Ça nous semble un secteur, je ne vais pas dire fermé, mais on n'est pas comme dans l'aéronautique où on regarde un petit peu les technos des autres secteurs et ce qui se fait ailleurs et ce qu'on pourrait utiliser. C'est un peu plus compliqué là de vendre ces technos sur le médical. D'où le point que vous mettiez en avant dans votre conclusion, à savoir l'importance effectivement des structures comme la nôtre et des rapprochements qu'on peut opérer à l'ICENA, Aerospace Valley, ADI, qui permettent voilà, à nos industriels, à nos adhérents de pouvoir se présenter et puis présenter leurs compétences. Et ce que vous avez souligné, et Karim aussi, parfois uniquement une brique technologique qui peut répondre à un besoin et une facilité d'accès un peu plus confortable. Il y a une autre question, c'était de quelle manière avez-vous établi les contacts clients par rapport au sujet que vous avez cité Ouais, ben en fait, les deux sujets que j'ai cités, ça a été avec par rapport à des contacts en local qu'on connaît, qui sont aussi sur le secteur aéronautique comme nous, mais qui ont aussi des activités dans le médical. Donc, ça s'est fait comme ça, par le relationnel. Et après, sur les autres approches, soit du local, soit des contacts entrants, des gens qui cherchaient des ingénieries dans les bancs d'essai et qui nous ont trouvés sur Internet. Voilà, tout bêtement. On en revient encore une fois à la force du réseau. Donc, écoutez, on va être obligé de s'arrêter, le temps est écoulé. Pour les autres questions, on pourra vous les faire, enfin vous les transmettre. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre participation et cette présentation. La conclusion, je dirais, c'est que il va falloir qu'on continue ce travail d'acculturation et d'échange sur la richesse de nos réseaux respectifs et de compétences qui s'y trouvent. Voilà. Encore une fois, merci. À très bientôt pour poursuivre ce partenariat. Merci beaucoup. Très bonne journée à tout le monde. Merci, bonne journée à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.